Nouvelle édition des Ateliers républicains organisée par Elnet et Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue. Nous allons nous interroger aujourd'hui sur l'origine et le sens des termes valeurs de droite, valeurs de gauche. Et nous avons le plaisir pour cette occasion de recevoir trois intervenants. Henri Vaquin, sociologue du travail, analyste des conflits dans l'entreprise, Jean-François Bronstein, philosophe et historien des sciences, et René Frégosi, philosophe et politologue, membre de l'Observatoire du décolonialisme. Gérard, la parole est à toi pour nous présenter les contours du sujet et nos intervenants. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à chacun d'entre vous. Salutations à Arié, notre maître à tous, et heureux de vous retrouver au rendez-vous de nos travaux. Quitte à nous répéter, aux Ateliers républicains, nous tenons le régime politique de la démocratie pour une valeur absolue. Il nous arrive d'en citer quelques-uns en référence de transmission. Raymond Aron, Claude Lefort, Isaiah Berlin, Léo Strauss, et Tocqueville comme Churchill comme compagnon de route. Nous avions conclu le cycle de l'an passé par une séance dévolue à la crise de l'autorité avec le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun et annoncé que la question de la démocratie et des périls qui la menacent serait le fil conducteur de ce nouveau cycle qui s'ouvre. C'est que la démocratie, n'en déplaise à ceux qui annonçaient la fin de l'histoire, n'est pas chose acquise. À l'écho des jours contemporains, dans les tourments de l'heure au limès est de l'Europe, sur le Dniepr, dans les tempêtes et cyclones guerriers qui se lèvent sur les lignes de fracture entre démocratie claudicante et État totalitaire et autocratique, ces derniers rassemblés en une constellation tropique de complices. Souvenons-nous de l'éclairage par la Boétie. Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouve la cruauté, la déloyauté, l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils s'assemblent, c'est un complot et non une société. Ils ne s'aiment pas, mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices. Constellation donc de complices antidémocratiques où chacun peut bien garder sa façon, nationale-mafieuse à Moscou, théologico-militaire à Téhéran, techno-marxiste à Pékin, pour ne citer que les trois participants récents aux manœuvres navales conjointes dites ceinture de sécurité de cette année dans l'océan Indien, avec dans leur sillage tous leurs affidés étatiques et proxys terroristes et leurs diverses nuances secondaires. Enfin, dans les délitements internes des démocraties elles-mêmes qui voient d'une part leurs citoyens se retirer sur l'Aventin de l'abstention et d'autre part un vent mauvais universitaire se livrer énergumène au démontage des paramétrages qu'on dit des Lumières sous les labels woke, cancel culture, intersectionnalité. Il est pris en relais par maints acteurs dénommés culturels, directeurs de musées, producteurs d'entertainment, éditeurs de presse. Un mouvement en lame de fond qui, à front renversé, recycle en bien de ses occurrences, en carnaval funeste et en bacchanal conceptuel, tout ce que les totalitarismes nazis et communistes du XXe siècle avaient produit en bredouillement narratif assassin pour des meurtres en masse et des exterminations bien organisées. Un rebond totalitaire reformaté en bonne cause prétendue émancipatoire, un rhabillage en chasuble libertaire des instruments génériques et lexicographiques de la sociographie himmlérienne. Ainsi, de la dénonciation de la science blanche, avatar de la dite domination du mâle blanc hétérosexué, qui prend la place de la science juive selon le Stürmer berlinois ou de la science bourgeoise selon la Pravda moscovite, et toutes les déclinaisons avenantes qui accompagnent en essaim et en roue libre ce nouveau syntagme stigmatisant. Un élan à l'œuvre de rétrogradation funeste pour réactualiser une expression posée autre temps par Condorcet, dont m'avait fait indication et enrichissement notre ami Laurent Lotti. Rétrogradation tout à la fois cognitive, éthique et psychique. Sans oublier de mentionner le rôle que joue cette soupe médiatique dans laquelle nous baignons au quotidien, avec ses métaphores éculées et faisandées, comme les nommait déjà Orwell, qui désarticulent le travail de connaissance et ses inscriptions dans une déresponsabilisation anomique du langage. Ici, je ne résiste pas à une incise en illustration. Ce début de semaine, dans un hebdomadaire ordinairement très fréquentable,
titraille et chapeau d'un article d'un journaliste aux angles les plus souvent bien inspirés, je vous cite la titraille. Xi Jinping, Poutine, Erdogan, le réveil des patriarches. Plutôt qu'Abraham, Isaac et Jacob, nous y pressentirions plutôt l'écho des pères de la horde primitive à la manière figurée dans Totem et Tabou de Freud. Quant au chapeau lui-même, il annonce, je cite encore, « les dérives despotiques qui s'accentuent en Chine, en Russie, en Turquie et Iran ». Dérives, vraiment? Ne serait-ce pas plutôt un trait de socle et la grimace générique de ces régimes que le despotisme qui s'affirme? Comme en disait Camus, paraphrasant Sartre, vous connaissez, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Bon, je ferme la cise. Pour les régimes adversaires extérieurs de la démocratie, cela exige des démocrates de faire que la gouvernance ne danse pas un indolent tango avec eux, dans une condescendance lâche, sans borne, et savent garder le doigt sur la gâchette dans l'impératif d'une démocratie armée. Nous pensons connaître à Elnet un exemple de démocratie armée. Pour les délitements intérieurs au régime démocratique, nous avons pu, lors du dernier atelier, revisiter ce que Platon, dans le livre 8 de la République, observait des vices intrinsèques aux différents régimes politiques pour épingler ceux relatifs au régime démocratique par la bouche de Socrate. Reprenons-en quelques échos. Par exemple, quand un État altéré de liberté trouve à sa tête de mauvaises chansons, l'homme démocratique ne connaît plus de mesures et s'enivre de liberté pure. Alors, si ceux qui gouvernent ne sont pas extrêmement coulants et ne lui donnent pas une complète liberté, il les met en accusation et les châtie comme des criminels et des oligarques. Et s'il est des citoyens qui sont soumis aux magistrats, QFD, qui respectent la loi, on les bafoue et on les traite d'hommes serviles et sans caractère. Mais les gouvernants qui ont l'air d'être des gouvernés, et les gouvernés qui ont l'air d'être des gouvernants, voilà les gens qu'on vante et qu'on prise, et en particulier et en public. N'est-il pas inévitable que dans un pareil état, l'esprit de liberté s'étende à tout et qu'il pénètre à l'intérieur des familles et qu'à la fin, l'anarchie se développe jusque chez les bêtes, ajoute-t-il. Tu conçois, conclut Socrate devant son auditoire, quelles graves conséquences ont tous ces abus accumulés. C'est qu'ils rendent les citoyens si ombrageux qu'à la moindre apparence de contrainte, ils se fâchent et se révoltent, et ils en viennent, comme tu sais, à se moquer des lois écrites ou non écrites afin de n'avoir absolument aucun maître. L'excès de liberté ne peut donc aboutir à autre chose qu'à un excès de servitude et dans l'individu et dans l'État. C'est de l'extrême liberté que naît la servitude la plus complète et la plus atroce. Elle émane de la licence qu'offre la démocratie à l'engeance des violents et des envieux. Cette engeance qui commande à peu près exclusivement, et ce sont les plus violents de ces meneurs qui parlent et qui agissent, le reste, assis autour des tribunes, bourdonne et ferme la bouche à tout contradicteur, en sorte que, dans le gouvernement démocratique, toutes les affaires passent par les mains de ces gens-là. Ainsi naît, dixit Socrate selon Platon, du sein de la démocratie la tyrannie. Cette reprise de citation, mais bref parcours du livre 8 de la République de Platon pour souligner que l'affaire du délitement en démocratie n'est pas inédite, qu'elle est de dynamique interne, consignée en pattern dès l'époque des anciens maîtres. Ajoutons-y maintenant, aujourd'hui, quelques vignettes dues à Stefan Zweig, vignettes assez sidérantes, dans le monde d'hier, souvenir d'un Européen, féconde pour scruter un terreau fertile à l'installation du nazisme dans la région germanique et qui croque dans l'entre-deux-guerres un tableau qui nous délivre du saut socio-économique unilatéralement explicatif que les marxistes et les libéraux ont en partage. Je cite Zweig. Toute une jeunesse nouvelle ne croyait plus aux parents, aux politiques, aux maîtres. Chaque proclamation de l'État était lue d'un œil méfiant. D'un coup, la génération d'après-guerre, il s'agit de la Première Guerre mondiale, s'émancipait brutalement de toutes les valeurs précédemment établies et tournait le dos à toute tradition, résolue à prendre elle-même en main sa destinée, s'éloignant de tout le passé et se jetant d'un grand élan vers l'avenir. Avec elle devait commencer un monde absolument nouveau, un tout autre ordre, dans tous les domaines de la vie,
Et bien entendu, cela débuta par de violentes exagérations. Tous ceux ou tout ce qui n'était pas du même âge qu'elle passait pour périmés. Dans les écoles, on constituait des conseils d'élèves qui surveillaient les professeurs. Le plan d'études était aboli, car les enfants ne devaient pas ou ne voulaient pas apprendre que ce qui leur plaisait, ou ne voulaient apprendre que ce qui leur plaisait. On se révoltait par seul goût de la révolte contre toutes les formes établies, même contre la volonté de la nature, contre l'éternelle polarité des sexes. Les filles se faisaient couper les cheveux et si courts qu'avec leur coiffure à la garçonne, on ne pouvait les distinguer des vrais garçons. Les jeunes hommes, de leur côté, se rasaient la barbe pour paraître plus féminins. L'homosexualité et les mœurs lesbiennes firent fureur, non pas par un penchant intérieur, mais par esprit de protestation contre les formes traditionnelles, légales et normales de l'amour. Partout, on proscrivait l'élément intelligible. Les articles Lola, lait furent supprimés. Les constructions de phrases mi-cul par-dessus tête. On écrivait escarpé et abrupt en style télégraphique avec de fougueuses interjections. Au demeurant, toute littérature qui n'était pas activiste, c'est-à-dire qui ne consistait pas en théorie politique, était vouée à la poubelle. Plus un homme était jeune, moins il avait appris, plus il était bienvenu par le seul fait qu'il ne se rattachait à aucune tradition. Mais au milieu de ce carnaval sauvage, rien ne m'offrit, souligne Zweig, un spectacle plus tragicomique que de voir combien d'intellectuels de l'ancienne génération, dans leur crainte panique d'être dépassés et considérés comme inactuels, se barbouillaient d'une sauvagerie factice avec la hâte du désespoir et cherchaient à suivre le mouvement d'un pas lourd et claudiquant jusque dans les chemins les plus manifestement aberrants. Les contingences de mode passent, les paysages mobiliers changent, les technicités mutent, mais la matrice dynamique demeure dans ces variations d'époque et c'est sur de similaires marqueurs et échafaudages que s'acharne le travail de démontage et de saccage. Sur cette récurrence en arrière-scène, depuis les observations de Platon, se profile peut-être un invariant dynamique qui aurait sa sorte de loi physique newtonienne de l'effondrement et qui serait encore à détourer. C'est peut-être à l'aune de cette réitération, afin de sauver la démocratie et ses paradigmes, qu'il faudrait reprendre toute la question des valeurs de gauche et des valeurs de droite et la pertinence des identifications essentialistes qui leur sont attribuées. En se souvenant que cette opposition identificatoire n'a pas été de tout temps, qu'à une époque, on opposait plutôt républicains et monarchistes, qu'aux USA, c'était les républicains, les anti-esclavagistes, alors que les démocrates défendaient encore l'esclavage, qu'on a longtemps dit à la place de gauche et droite, rouge et blanc, ainsi durant la guerre civile en Russie, une bifidité qui trouvait encore son emploi sous la Troisième République. Il y a une boutade qui nous vient des banquets d'autrefois pour l'amusement et qui témoignait de cela concernant les radicaux. Ils sont comme les radis, rouges à l'extérieur, blancs à l'intérieur, et toujours tout près du beurre. Et en se rappelant qu'à un moment, il pouvait sembler que la droite était le toponyme de l'arrogance des positions établies, la légitimité proclamée du fort sur le faible, du riche sur le pauvre, du possédant sur le déshérité, que la gauche semblait être le nom d'une revendication de justice, de liberté, de raison, liée comme dans un nœud borroméen. Mais qu'il y a belle lurette que tout ça a été davantage qu'embrouillé, renversé. Max Horkheimer, un des maîtres de Francfort, dans ses notes critiques rédigées entre 1966 et 1969, au déroulé des temps du XXe siècle, consignait: le vrai conservateur n'est pas moins éloigné du nazi et du néo-nazi que le vrai communiste l'est du parti portant ce nom. La ligne de démarcation passe par le respect et le mépris du vivant, non pas entre ce qu'on appelle gauche et droite, opposition bourgeoise déjà périmée. Les cliques peuvent bien se combattre quand leur intérêt l'exige. Leurs adversaires réels, ce sont les individus conscients d'eux-mêmes. Ce qui nous semble devoir y être entendu, ni ne se trahissant eux-mêmes, ni ne laissant choir
quoique portefaix désenchanté, l'humanisation de l'homme. Et c'est bien là la cause des ateliers. Et c'est bien dans ce motif que nous allons entendre aujourd'hui nos trois invités, Jean-François Bronstein, Henri Vacquin, René Frégosi, qui ont accepté de se joindre à nous pour un premier débroussaillage et pas sur des thèmes mineurs. Wokisme, déni de la valeur subjectivante du travail et néo-féminisme affligeant seront nos trois entrées en matière pour un diagnostic du temps présent. Jean-François Bronstein est philosophe et historien des sciences, professeur émérite de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1, Paris Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages universitaires sur l'histoire et la philosophie de médecine. Il est également l'auteur de La philosophie devenue folle, le genre, l'animal, la mort, paru en 2018 chez Grasset, un ouvrage qui fut une révélation, particulièrement documenté et analysé de ce qui se tramait dans les milieux universitaires, principalement anglo-saxons, qu'il avait pris la peine d'aller y voir au plus près. Il y sondait les idéologies du genre, de l'animalisme, de l'euthanasisme, soulignant les absurdités ou les abjections auxquelles conduisait un prétendu politiquement correct contemporain. Il était venu nous en entretenir dans les premiers moments de mise en place de nos ateliers. Il vient de faire paraître, en prolongement de ce premier ouvrage d'alerte éclairante et dans la continuité de son immersion vigile dans cet univers glauque, un second ouvrage, La religion woke, sorti il y a vraiment quelques semaines. Il y décrypte tout ce qui s'y met en place de liberticide. Henri Vacquin est sociologue du travail, analyse des conflits dans l'entreprise, EDF, France Télécom, etc. Il a créé en 1983 le GAS, groupe d'analyse sociétale et sociale. Il a été l'inventeur et l'initiateur d'une méthode d'analyse des conflits dans les entreprises qui prenait le contre-pied de ce qui se pensait des conflits dans les entreprises. Une maladie honteuse pour le patronat, un outil d'une supposée marche vers le socialisme du côté syndical. C'est dans ce contexte et de cette place, et en écho aussi avec le milieu ouvrier dont il était issu et dont il reçut que le sabotage du travail, c'est un sabotage de soi-même, qu'il a vite observé et compris le déni, aussi bien à gauche qu'à droite, aussi bien dans le patronat que chez les syndicats, de la valeur travail, de la valeur du travail dans ses dimensions et articulations humanisantes. Déni dont il comprend alors que, comme participant de notre crise civilisationnelle contemporaine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, Paroles d'entreprise en 86 au Seuil, Le sens d'une colère chez Stock en 96, Mes acquis sociaux chez Seuil aussi en 2008. Il a aussi, à ma grande fierté, contribué à l'ouvrage sous ma direction sur les crises de l'autorité et de la vérité paru chez Hermann dans la collection de nos amis Céline Masson et Isabelle de Meckenem. Et comme il n'a pas l'intention de lâcher le morceau, il en prépare d'autres. René Frégosi est philosophe et politologue, membre de l'Observatoire du décolonialisme. Elle a toujours manifesté un penchant libertaire dans la belle évocation des Svevolod Eschenbaum, dit Volin, Gustav Landauer, Emma Goldman et Rosa Luxembourg. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont Parcours transnationaux de la démocratie, transition, consolidation, déstabilisation, en 2011, aux éditions Peter Lang. Les nouveaux autoritaires, justiciers, censeurs et autocrates, aux éditions du Moment en 2016. Français, encore un effort pour rester laïque, chez l'Harmattan en 2019. Et récemment, Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée, chez Balland en 2021. Très dernièrement, elle vient de faire paraître dans la revue des Deux Mondes, en septembre, ce néo-féminisme qui nous afflige. Que tous les trois soient à nouveau remerciés d'être avec nous ce jour, et encore aussi pour leur amical et soutenu intérêt au motif de nos ateliers. Peut-être, Jean-François, tu commences ? Oui, je commence. Je commence d'abord par te remercier, Gérard, de cette invitation qui me donne l'occasion de retrouver des amis
récent mais fidèle d'une certaine manière. Alors, j'ai volontiers accepté de parler du sujet que tu m'as proposé, parce que d'une certaine manière, je suis un petit peu interloqué depuis quelque temps par le fait que ce que je dis, notamment dans mes 2 derniers livres, mais aussi ce que nous faisons, certains d'entre nous, à l'Observatoire du décolonialisme et dans d'autres actions militantes que l'on a pu avoir, rencontre aussi peu d'écho chez des universitaires, chez nos collègues universitaires, parce que je suis très attaché à cet article L141-6 du Code de l'éducation qui définit ce que c'est que le service public de l'éducation. Je cite, « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologie. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions. » Or, tous les woke auxquels nous avons affaire contredisent chacun des éléments de cette formule. Et ce que je trouve absolument renversant d'une certaine manière, c'est que quasiment aucun de nos collègues, enfin on se connaît tous ceux que je le dis quelquefois, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent parler. S'agissant par exemple aussi de mon, alors là c'est une question plus personnelle, mais de mon dernier livre, effectivement, il y a 2 personnes qui ont osé venir. Alors je précise pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je viens du côté des Lumières, si je puis dire. J'ai passé toute une carrière de ce côté-là, et effectivement, la terreur règne, c'est-à-dire que personne n'ose dire qu'il s'intéresse à mon livre. Il y a 2 personnes simplement, je les cite. J'espère que vous ne le direz pas en dehors parce que sinon ça va les compromettre. Dominique Schnapper et Jean-Louis Fabiani ont fait chacun un compte-rendu tout à fait sympathique, intéressant de mon livre. Mais on va me dire ce sont des mâles ou des femmes blanches d'un certain âge et donc ça ne compte pas. Et c'est ça qui est très étonnant, je trouve, c'est effectivement l'absence totale enfin, sauf exception, les gens qui devraient défendre l'université, les Lumières, la raison, un certain universalisme, etc., ne se manifestent pas du tout. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est alors là, c'est une surprise très étonnante, mais bon, ça ne va pas me faire me convertir du jour au lendemain. En revanche, certains croyants comprennent vaguement ce que je dis et qu'effectivement, refuser l'idée de vérité ou la recherche de la vérité, c'est un problème. Penser que nous sommes tous déterminés par une race, une communauté de naissance, c'est un problème. Penser que l'on peut changer de genre à volonté et que le corps n'existe pas, c'est un problème. Et c'est un problème non seulement, dans ce cas-là, épistémologique ou théorique, c'est un problème pratique, puisqu'on voit maintenant des étudiants, j'ai cité ça récemment, à l'université du Minnesota, qui, au lieu de prêter serment à Hippocrate, prêtent serment à se battre contre la binarité du genre, contre le suprémacisme blanc et pour les savoirs indigènes. C'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. On voit une centaine d'étudiants complètement endoctrinés qui prêtent serment à se battre contre dans la lignée woke. Et c'est effectivement quelque chose, moi, que je trouve très, très surprenant. Je n'ai pas vraiment d'explication. Alors, le problème, c'est que j'en parle avec vous qui faites partie des résistants ou des dissidents. Donc, on est tous dans le même, on est un petit peu dans le même point, dans le même état, si je puis dire. Alors, je voudrais redire quelques mots sur ce que représente, à mon avis, le mouvement woke, selon moi. Je pense que c'est assez simple et d'une certaine manière, on peut le résumer assez facilement. D'abord, je dis que c'est une religion. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est une vision globale du monde. Ils ne voient pas le monde de la même manière que nous. C'est quelque chose, un changement radical de vision du monde. C'est une vision du monde dont ils ne veulent pas discuter. Il y a un refus très délibéré de l'argumentation. C'est résumé par un des étudiants woke d'Evergreen qui dit à son professeur qui essaie d'argumenter avec lui, la logique c'est raciste, donc pas de discussion possible. Il y a une volonté, effectivement, de persécuter les hérétiques, d'annuler tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et on connaît tous ce phénomène dans nos lieux de travail, etc. Donc, nous sommes annulés, nous, on n'existe plus. Et puis, il y a aussi un prosélytisme tout à fait étonnant. Il faut convertir de nouvelles générations à tout cela. Donc, c'est une religion au pire sens du terme. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est, à mon avis, à ma connaissance, la première religion qui soit née dans les universités. Ça, c'est un problème très particulier parce que, évidemment, l'université était traditionnellement, depuis le 19e siècle en tout cas, le lieu de la critique rationnelle, de la critique scientifique, de l'histoire
critique des religions, etc. Et là, c'est cette institution qui est au cœur de la raison des Lumières qui est complètement pénétrée par cette religion. Et donc ça, c'est un vrai problème. Outre, alors bon, certains chrétiens m'ont dit, mais tu n'es pas sympathique avec la religion. Je dis oui, mais effectivement, c'est une religion qui a gardé de l'université les pires côtés, c'est-à-dire le philistinisme, le ressentiment, la bureaucratie, enfin l'université d'aujourd'hui. C'est une religion de gens qui ont quand même qui remplissent de la paperasse toute la journée et donc qui ne sont pas extrêmement motivants comme religieux, si je puis dire. Donc il y a cet aspect religion et il y a effectivement une critique, me semble-t-il, je le donnerai quelques exemples tout à l'heure, extrêmement directe des Lumières. C'est-à-dire qu'on retrouve chez ces auteurs exactement les formulations des anti-lumières. C'est-à-dire, j'ai cité dans le livre quelques passages de Bonald, de Maistre, etc., qui disent exactement la même chose que les auteurs des Lumières, que les auteurs woke, pardon. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout convaincu par l'idée que c'est du Foucault revisité, ou alors c'est du Foucault pour les nuls, pour les super nuls. Comparer D'Angelo à Foucault, c'est une blague pour quiconque a lu un texte de Foucault. Je ne veux pas dire que Foucault est totalement irresponsable de ce qui se passe, mais il y a une grande différence. Donc, c'est d'abord une religion, ça c'est le point général. À mon avis, il y a 3 thèses principales, ou 4 si l'on veut, mais il y en a 3 qui nous intéressent. Première thèse, c'est la thèse sur le genre, c'est-à-dire la théorie du genre, qui, à mon sens, est le cœur de cette religion parce que c'est une promesse vraiment nouvelle, c'est-à-dire on va se libérer du corps, votre corps ne vous plaît pas, vous pouvez en changer, la réalité n'existe pas d'une certaine manière, et donc avec des conséquences tout à fait destructrice, c'est-à-dire l'idée notamment que la biologie n'est pas une science, c'est une doctrine patriarcale et viriliste. Il y a des collègues, dont je donne le nom dans le livre, qui sont soi-disant des philosophes des sciences et qui expliquent que la biologie est patriarcale et viriliste, il faut faire une autre biologie, gynocentrée, etc. C'est, pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle de Staline, science bourgeoise, science prolétarienne, on est retombé là-dedans. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Cette notion de genre est en plus, je dirais, c'est une attaque contre la science, c'est une attaque aussi contre la réalité parce que les corps existent. Alors, pour avoir dit ça dans un papier, dans un journal, je suis maintenant qualifié de transphobe parce que j'ai écrit que la biologie est une science, les corps existent. Oui, je maintiens, et tant pis, je serai transphobe une deuxième fois, mais il y a vraiment cette volonté de nier complètement la réalité. C'est en ce sens que ça a fait penser un peu à la gnose ou à une doctrine millénariste, hérétique. Bon, il y a vraiment l'idée que le corps, c'est le mal et on peut en faire ce qu'on veut. Et dernier point qui est un peu à côté de ce dont je voulais parler aujourd'hui, mais qui me semble important, c'est qu'évidemment, cette histoire de genre et de gnose, ça colle tout à fait avec le transhumanisme, avec les idéologies des GAFAM. Ce n'est pas par hasard que les GAFAM sont à fond derrière tout cela. C'est-à-dire on sait que Amazon, par exemple, qui exploite ses livreurs au maximum, peut vous payer votre changement de genre si vous le demandez, etc. Et donc, il y a vraiment l'idée que ça colle avec le métaverse, etc. C'est pour ça que je pense que c'est pas, quand on me dit c'est une religion universitaire, c'est pas grave, ça va pas sortir des universités. Si, c'est déjà sorti et il me semble que ça colle beaucoup avec beaucoup de choses. Alors, en plus, mais là, je m'éloignerai du sujet, il est clair que cette histoire du genre a des conséquences catastrophiques sur les jeunes adolescentes en particulier, voir tous les travaux, et vous connaissez tous des gens de l'Observatoire La Petite Sirène qui luttent courageusement pour essayer d'arrêter cette folie, mais effectivement, il y a l'idée que le malaise adolescent va être expliqué et solutionné par cette histoire du changement de genre. Donc ça, c'est la première chose qui, à mon avis, effectivement, est tout à fait contradictoire avec la science, avec la médecine au sens de primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et donc, ces médecins qui lancent des gamins dans des parcours de transition de genre sont, à mon sens, des criminels, et j'espère qu'ils vont un jour être jugés. Je pense qu'ils vont l'être, d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est la première thèse, c'est la théorie du genre. Ça, c'est vraiment nouveau, d'ailleurs. Alors, il y a une deuxième thèse qui est ce qu'ils appellent la théorie critique de la race, qui a c'est une vieille histoire, ça commence avec Derrick Bell dans les années 60 à peu près, mais l'idée principale de la théorie critique de la race, c'est qu'effectivement, si vous êtes antiraciste, il faut toujours considérer la race. Donc, ça veut dire que
La phrase qui les choque le plus, c'est la phrase « Je me moque que vous soyez noir, jaune, blanc ou vert, je considère en vous une personne ». Ah, si vous dites ça, c'est que vous êtes vraiment raciste parce qu'il faut toujours considérer la race. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement envisager la race pour discriminer en faveur de celui qui a été discriminé jusqu'à présent. Donc, il faut des discriminations futures pour régler des discriminations présentes. Et donc, c'est une doctrine tout à fait étonnante puisque il y a l'idée qu'on ne peut jamais se débarrasser de son identité communautaire de départ, et on enseigne dans les écoles aux enfants américains qu'ils sont blancs, qu'ils sont racistes dès 2 ans, noirs ou racisés, comme ils disent, qu'ils sont et seront toujours des victimes. Alors, ce qui est rassurant, si je puis dire, c'est que ceux qui sont les plus remontés contre cette histoire, ce sont souvent des parents noirs ou métis ou autres, qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants qu'ils sont uniquement des victimes. Voir en particulier le livre de John McWhorter, qui est passionnant, professeur de linguistique, qui explique qu'effectivement, cette religion woke trahit et endommage la vie des personnes de couleur aux États-Unis. Mais c'est quelque chose de très, très étonnant, puisqu'effectivement, cette théorie des races, maintenant, est devenue quelque chose de tout à fait normal. À la Sorbonne, il y a une de mes collègues qui enseigne la théorie critique de la race et qui n'accepte pas de thèse de gens qui seraient en désaccord, ce qui est aussi tout à fait étonnant quand on sait ce que c'est qu'une thèse théoriquement de philosophie. Et ça, c'est donc la deuxième thèse qui est aussi, à mon avis, extrêmement choquante, puisqu'il y a l'idée on reste dans une pensée communautaire, tribale, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très... C'est peut-être le plus choquant pour nous. C'est la position qui me semble la plus étonnante, parce que quels que soient les arguties autour, ça veut dire que le racisme n'est pas une faute individuelle, c'est quelque chose de systémique ou de structurel, comme dit notre ministre de l'Éducation nationale, ou étatique, et c'est quelque chose contre quoi il n'y a rien à faire d'une certaine manière. C'est très étonnant de voir un ministre qui dit « dans toute ma jeunesse, personne ne m'a jamais considéré comme noir », et qui dit maintenant écoutez, il faut qu'on parle plus de race à l'école. Il y a un passage absolument hallucinant où il dit malheureusement, aux États-Unis, vous avez vu sans doute ce passage, où il dit malheureusement, en France, on ne parle pas de race parce qu'il y a l'extrême droite. Ben non, on ne parle pas de race parce qu'il y a des universalistes et la République. On ne considère pas la race dans l'école française, mais notre ministre maintenant voudrait qu'on parle de race. C'est évidemment un deuxième point tout à fait étonnant. Alors, il y a une troisième thèse, mais dont je parlerai moins parce que c'est une thèse, je dirais, technique, si je puis dire, c'est la thèse de l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment faire en sorte de potentialiser toutes les identités victimaires. C'est une thèse, traduite en français un peu archaïque, je dirais la convergence des luttes. Comment faire en sorte que les femmes, les noirs, les lesbiennes, les trans, etc., puissent se déterminer eux-mêmes comme des victimes, se faire reconnaître comme des victimes et que le blanc, en général, soit considéré comme le coupable. C'est moins renversant, mais c'est évidemment très pratique parce que ça ouvre la porte à toutes les communautés victimaires possibles. On voit très bien en France comment, effectivement, la théorie critique de la race n'est pas le cœur de cette question, mais la théorie décoloniale va pouvoir servir à faire entrer d'autres victimes potentielles, et on va enseigner aux enfants, aux jeunes issus de l'immigration qu'ils sont toujours colonisés dans les banlieues, etc. On voit les ravages que fait ce décolonialisme, voir aussi l'islamo-gauchisme et voir comment les militants islamistes, je cite en particulier cette chaîne hallucinante qui est AJ+, payée chaîne du Qatar, Al Jazeera, pour les jeunes, qui fait la propagande de toutes ces idées woke, alors que, évidemment, ce n'est pas tout à fait le centre de la politique au Qatar. Alors, ça, c'est une thèse moins importante. Troisième thèse qui est moins connue, mais qui me semble, à mon avis, tout à fait importante, c'est la question de c'est une thèse, je dirais, philosophique, si on veut, entre guillemets, c'est l'épistémologie du point de vue. C'est-à-dire il y a en ce moment, c'est le cœur, si je puis dire, de la pensée woke en ce moment, c'est d'essayer d'expliquer que d'élaborer une nouvelle philosophie de la connaissance. Il n'y a pas de science objective. Toute science est toujours située, les savoirs situés. Donc, il y a la science blanche, il y a la science coloniale, la science viriliste, etc. Et il y a une critique radicale de toute la science occidentale.
La science au singulier, ça n'existe pas, il n'existe que des savoirs situés. Alors c'est très étonnant, je cite dans le livre Sergiu Kleinerman, un très grand mathématicien américain, qui dit au moins, d'origine roumaine, qui dit au moins en Roumanie, on me laissait tranquille avec les mathématiques. Ici, on me dit que les mathématiques sont blanches et vialistes, et donc que je ne peux plus faire tranquillement des mathématiques. On voit aussi l'importance que cette notion de savoir situé, ou de savoir indigène, ou de savoir autochtone, va avoir dans certains pays pour effacer, si je puis dire, l'originalité de la science. Je cite le cas de la Nouvelle-Zélande, où il y a quelque chose d'absolument étonnant, où le savoir traditionnel, enfin les mythes maoris, sont enseignés désormais à égalité, au même niveau exactement que la science dans le début des études supérieures en Nouvelle-Zélande. Lorsque des gens comme Richard Dawkins ou Jerry Coyne, de très grands biologistes, ont protesté en disant « mais attendez, ça n'a rien à voir ». Ce sont de très beaux récits sur l'origine du monde, de l'univers, mais ce n'est pas de la science. Ils se sont fait rabrouer par plusieurs milliers de scientifiques néo-zélandais, et effectivement, tout ça est passé. Et donc, c'est pour ça que, sans doute, Jacinda Ardern est une des héroïnes de Sciences Po, pour cette raison-là aussi, parce qu'elle a substitué effectivement à la science des savoirs indigènes. Alors, je ne veux pas être trop long, donc là-dessus aussi, il y a effectivement, et ce qui est très très clair chez tous ces auteurs, c'est qu'effectivement, ils vont jusqu'à une critique radicale de la notion de science, de la notion de connaissance objective, de la notion de vérité. Ils ne cherchent pas la vérité, ils veulent simplement développer des savoirs des dominés versus les savoirs des dominants. Il y a toute une série d'épistémologies. Alors, à Paris, où j'étais, il y a un colloque là-dessus à peu près tous les mois pour faire l'éloge des épistémologies situées, féministes, les injustices épistémiques, etc. Tout ça est absurde dans la mesure où, effectivement, n'importe quel philosophe des sciences sait bien qu'il y a des biais dans la connaissance scientifique, mais justement, le but, c'est d'essayer de les minimiser et de lutter contre ces biais. C'est à cela que sert la sociologie des sciences jusqu'à présent. Alors, pour dire quelques mots donc, sur cette histoire des anti-lumières, parce qu'à mon avis, les woke, ce sont des philosophes des anti-lumières. Par exemple, il y a 2 ou 3 questions qui sont évidentes. Sur l'universalisme, pour eux, effectivement, l'homme n'existe pas. L'humain universel, dit Angelo, c'est une pensée typiquement blanche. Il n'y a pour eux que des noirs, des blancs, des racisés, etc. C'est ce que dit notamment Robin DiAngelo, effectivement, qui dit l'universalisme est une fiction, l'idée d'humain, c'est une pensée typiquement blanche. Bon, il ne faut pas traiter tous les hommes de manière équitable, il faut les traiter de manière différenciée en fonction de leur race. De ce point de vue-là, ça me fait évidemment penser à De Maistre, hein, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Et donc, il y a effectivement exactement la même idée de DiAngelo. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des demi-noirs, des demi-blancs, des demi-jaunes, etc. Il y a toute une pensée des nuances de couleurs, mais effectivement, c'est cela. Deuxième idée qui est commune aux woke et aux lumières, c'est la critique de l'individualisme. Il n'est pas possible pour eux d'avoir des appartenances multiples. On n'a qu'une seule appartenance. Il est impossible de se forger un destin individuel. Je cite là aussi DiAngelo, qui est tellement stupide qu'elle exprime ça très, très clairement. Elle définit ce qu'elle déteste dans l'individualisme. En quelques mots, l'individualisme stipule que chacun d'entre nous est unique et se distingue des autres, même à l'intérieur de nos groupes sociaux. Et de ce point de vue-là, il n'est pas possible pour elle d'avoir des identités multiples, de se construire des identités subtiles, multiples. C'est évidemment le contraire de Foucault, qui parlait d'un jeu sur les normes, d'une pluralité des identités. C'est évidemment d'une pensée d'un communautarisme, d'un tribalisme tout à fait évident. C'est d'ailleurs bien résumé par l'écrivain américain Bret Easton Ellis, qui dit qu'à propos de ces woke, leur idée principale, c'est se débarrasser de l'individu. Ils veulent en finir avec l'individu autonome, l'individu multiple, l'individu qui a des choix divers et variés. Là, je cite Bonald,
Les écoles de philosophie moderne ont fait de la philosophie de l'homme individuel, du moi, qui joue un si grand rôle dans cette crise. J'ai voulu faire la philosophie du nous, si je peux parler, et entre ces deux pronoms, moi et nous, il y a deux manières différentes de philosophie. Il pense effectivement, comme Bonal, qu'il n'y a que des nous. Nous sommes toujours des nous. Troisième critique, effectivement aussi tout à fait étonnante, c'est que les plus radicaux d'entre eux, je pense en particulier à deux juristes de la théorie critique de la race, Delgado et Stefanczyk, qui expliquent qu'effectivement, il ne faut pas mettre en cause simplement l'universalisme et l'individualisme, mais aussi la notion de progrès, le rationalisme des Lumières, c'est ce qu'ils expliquent, contrairement au discours traditionnel sur les droits civiques, donc Martin Luther King, qui met l'accent sur l'incrémentalisme et le progrès par étapes, la théorie critique de la race remet en question les fondements même de l'ordre libéral, notamment la théorie de l'égalité, le raisonnement juridique, le rationalisme des Lumières et les principes neutres du droit constitutionnel. Donc c'est une attaque radicale contre l'ensemble des Lumières, l'universalisme, le droit, la raison, etc. Et effectivement, l'idée aussi que cette idée, la connaissance objective, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. La science au singulier, c'est quelque chose qu'il convient de refuser. Et ils veulent faire, au contraire, l'éloge des connaissances antérieures, une sorte d'éloge de ces savoirs indigènes qui s'apparente assez à l'éloge des préjugés que l'on voyait chez Maistre, qui opposait cet éloge des préjugés à la pensée des Lumières. Alors, pour ne pas être trop long, voilà, donc à mon avis, il y a vraiment, si on voulait caractériser la pensée woke, je dirais que c'est une pensée anti-lumière, c'est une pensée des contre-lumières. Alors, ce qui est très étonnant, c'est effectivement l'absence, si je puis dire, de réaction des héritiers des Lumières. C'est ce qui est le plus gênant et c'est ce sur quoi j'espère avoir votre point de vue. Une explication qui est celle effectivement de penseurs chrétiens, ou catholiques en particulier, c'est celle qui reprend un thème de Peggy. Peggy expliquait, notamment dans la situation faite au parti intellectuel, la notion de parasitisme. Selon lui, effectivement, les Lumières ne vivent que d'avoir parasité l'héritage chrétien. Je vous cite ce passage de Peggy. En réalité, avec un aplomb imperturbable, et qui est peut-être sa seule invention et tout ce qu'il y a de lui dans l'ensemble du mouvement, le monde moderne vit presque entièrement sur les humanités passées qu'il méprise et feint d'ignorer, dont il ignore très réellement les réalités essentielles, dont il n'ignore point les commodités, usages, abus et autres utilisations. La seule fidélité au monde moderne, c'est la fidélité du parasitisme. Il y a cette idée de parasitisme, et on retrouve la même idée aussi d'une certaine manière chez Chesterton, effectivement, dans La Chose, sur la question de savoir si l'humanisme est une religion, il explique que le monde moderne vit sur le capital, d'une certaine manière, du monde chrétien. C'est ce que dit par exemple aujourd'hui quelqu'un comme Brague ou Chantal Delsol, qui explique qu'au fond, la notion de vérité, c'est ce que dit Chantal Delsol, c'est un sujet qui serait à discuter plus en détail. Je dis de toute façon, la notion de vérité, c'est normal que la vérité disparaisse, puisque selon elle, le monde chrétien étant fini, on retourne au monde païen. Et d'après elle, le monde païen n'a pas cette notion de vérité qui est au cœur de la science, mais qui était aussi au cœur, d'une certaine manière, de la révélation chrétienne. Donc c'est effectivement, c'est très étrange. Alors, on se trouve dans la situation bizarre que, effectivement, les Lumières ayant détruit, d'une certaine manière, l'héritage chrétien, elles s'effondreraient en même temps que le christianisme. Alors, évidemment, je ne viens pas du tout de là, mais c'est une question qui, je pense, est tout à fait intéressante. Comment expliquer effectivement aussi cette absence de réaction? Je dirais que c'est la même chose. On se retrouve face au même débat autour de la question de la laïcité, dans un domaine un petit peu à côté. Beaucoup d'entre nous appartiennent à des listes de diffusion où certains se plaignent du fait que face à une religion extrêmement forte et épaisse, si je puis dire, qui est l'islam, la laïcité, avec ses concepts vides, d'une certaine manière, ses concepts d'universalisme abstrait, ses concepts de laïcité, n'arrive pas à répondre. Alors ça me fait penser, de ce point de vue-là, à une autre auteure que je trouve toujours très subtile et très courageuse par ailleurs, qui est Ayaan Hirsi Ali, la célèbre députée somalienne qui vit réfugiée aux États-Unis maintenant, dont Theo Van Gogh, avec qui elle avait fait un film, a été assassinée, qui explique que selon elle, l'Europe ne pourra
échapper au devenir musulman qu'à condition de redevenir chrétienne. Alors, le problème, c'est qu'il faut encore pouvoir le faire. Et bon, je suis assez comme Houellebecq dans Soumission, j'ai beau entrer dans des églises, ça ne marche pas, hein, ça ne marche pas pour l'instant, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un contenu plus positif aux valeurs universalistes, républicaines, etc. Alors, on pourrait se dire que c'est la nation, peut-être on pourrait se dire que c'est la nation française qui pourrait suffire. Je ne sais pas. Et donc, en tout cas, moi, ce que je trouve très étonnant, c'est, je vais finir puisque là, je dépasse mon temps, je pense, ce que je trouve très étonnant, c'est que ce que je viens de dire, ça me semble être le b.a.-ba de l'universitaire républicain. C'est-à-dire, on ne peut pas, si on nie effectivement la vérité, si on nie la science, etc., bon, on change de métier, enfin bref. Or, quand même, l'immense majorité de nos collègues, je suis désolé de le dire à ceux qui ne sont pas universitaires et qui ne connaissent pas le problème, sont OK avec tout ça, ou en tout cas n'osent rien dire. Et donc, c'est ça qui me semble, c'est ça le vrai problème, et je ne sais pas d'où vient, et là, je dois dire que je n'ai pas, ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre, mais j'aimerais comprendre pourquoi il y a aussi peu de réactions. Bon, je salue vous tous qui êtes en général des résistants comme j'essaie de l'être, mais c'est quelque chose de très dérangeant pour moi. Je n'arrive pas vraiment à le comprendre, d'autant que ça prend des formes extrêmement radicales. C'est-à-dire des gens avec qui j'étais très ami depuis 30 ans ne me parlent plus, ne me calculent pas. Donc c'est très, très, très étonnant, et j'espère que vous avez des idées à me suggérer pour comprendre cet effondrement, si je puis dire, du tonus républicain. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Il y aurait beaucoup à discuter en effet, mais je vais passer tout de suite la parole à Henri parce que nos temps sont quand même comptés. Henri Baquin, à ton tour. Vous êtes en mute, monsieur Baquin. Connecte-toi. Voilà, c'est bon. Appuie sur activer le son. Parfait. Bon, alors on va parler valeurs, et comme avec ce que je viens d'entendre, comme avec le malaise dans la langue, il m'a semblé important de me rabattre sur le dictionnaire du côté des valeurs. Donc en gros, je me livre la définition banale. Les valeurs, c'est ce qui permet de dire le vrai, le beau, le bon à une époque. Moi, j'en induis dans un premier temps que ça ne se fait pas très bien aujourd'hui. Alors, muni de ça, je vais essayer de m'attacher à la valeur travail pour essayer d'aborder la dimension des valeurs de droite et de gauche. Mais je voudrais commencer par préciser tout de suite, dès qu'on évoque les valeurs, on est d'emblée l'objet d'une série de réserves, ce qui est un peu la finalité que porte la valeur travail et à partir de laquelle je vais vous aborder l'ensemble des problèmes dans la cité. Alors, je ne vais pas m'appuyer là-dessus sur le nombre de philosophes qui ont déjà tout dit en la matière, mais sur un acquis institutionnel, celui du discours de Philadelphie définissant les objectifs de l'OIT. C'est-à-dire, on est juste à la fin prochaine de notre dernière grande boucherie, et voilà ce qu'il est dit de la valeur travail quant à ses finalités. Que le travailleur soit employé à des occupations où il ait la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté, de leur connaissance et de contribuer au mieux au bien-être commun. Une finalité qui vaut en entreprise, en administration, comme en matière de travail politique, patronal ou syndical. Ces premières données, pour en venir aux valeurs de droite et de gauche, où je peux vous dire qu'en près de 50 ans de suivi des rapports sociaux, il y a pour moi une évidence, ça n'est en rien ce qui les sépare qui est le fond du problème, mais leur délit commun de la valeur travail, entretenu depuis un siècle et demi, dans leur double envoûtement à la division du travail, inaugurée avec la révolution industrielle de la fin du 19e, très vite accompagnée de la révolution bolchevique. Ces deux révolutions simultanées vont jouer un rôle non négligeable. Mais sans vous faire l'injure de vous prêter de ne pas connaître ce qu'est la division du travail du 19e, je vous en rappelle quand même les grandes lignes. Elle n'est pas sans lien avec le développement scientifique et technologique qui offre des latitudes colossales pour le monde du travail.
Avec l'électricité, on peut en effet travailler 24 heures sur 24. Avec la machine à vapeur, la mécanisation de l'énergie possible est phénoménale. Le technoscientifisme s'inaugure déjà comme identifié au progrès. Il faut donc libérer le postulat qu'offre la machine et y adapter le travail humain. C'est-à-dire, en gros, rien là de très compliqué à concevoir, d'autant qu'on dispose, avec la paysannerie, d'un potentiel de manœuvre colossal, de cow-boy à l'ouest et de moujik à l'est. Il suffit pour ça d'inventer une organisation du travail divisant le contenu des tâches jusqu'à en faire un degré de simplicité susceptible d'acquisition par les paysans. On notera ici au passage ce que l'idéologie dominante porte de considération au travail manuel, ce sur quoi nous reviendrons. C'est là un choix à contre-culture des us et coutumes selon lesquels on vit à l'époque le travail. Il va donc falloir ériger un postulat, en l'occurrence un schtroumpf, selon lequel on va doter la société d'une finalité technoscientiste. Mais le propre d'un postulat, toujours selon le dictionnaire, ne se légitime pas a priori, il ne tire son bien fondé que des résultats qu'il obtient. Et il met ainsi à l'abri de tout questionnement les valeurs qui fondent ce qu'il fait. Mais le temps de faire la preuve de ce qui se fera très vite à l'Ouest, se pose le problème de faire passer nos cow-boys et nos moujiks d'une conception du travail dont le sens leur est clair, l'autonomie et l'autonomie d'exercice très large. Comment faire passer ces individus à du travail prescrit, dans des tâches réduites et spécifiquement exemptes de toute initiative qu'on puisse y mener. S'impose alors une conception de l'exercice du pouvoir fondée sur la maîtrise a priori du dirigé, au nom du postulat qui fonde la société à l'Ouest, et du postulat à l'Est, lui aussi fondé sur la promesse de l'efficacité à terme du socialisme, avec le même besoin d'une valeur travail fondée sur la prescription des partis et la maîtrise a priori du moujik comme du militant pour le tenir dans la ligne du parti. Lénine est un admirateur de Taylor. Il va donc inventer son jumeau, Stakhanov, et le type d'organisation approprié à la maîtrise a priori, en l'occurrence le centralisme démocratique, pendant à l'Est de choix organisationnels tayloriens. Alors, ce détour, parce qu'il fonde la division du travail, n'est pas sans concerner la France. Les ultralibéraux et les marxisants de tout poil y ont en effet de nombreux adeptes depuis toujours et encore aujourd'hui. Ainsi, ceci va nous créer des rapports sociaux où l'affrontement des deux postulats aura ainsi créé, en France, l'a priori du conflit comme mode de régulation et simultanément l'interdit, d'une manière ou d'une autre, d'aller voir ce que révèlent les conflits. Tout ça mené de front dans le déni commun de la valeur travail par les politiques, le patronat et les syndicats. À l'Ouest, le postulat libéral, d'une certaine manière, a inventé le formisme et qui a très bien marché très vite. C'est entre autres celui d'acheter les nuisances qu'il portait à la valeur travail. Et cette pratique d'acheter pour masquer les valeurs qui fondent les choix qu'on fait est un mécanisme clé de la régulation sociale depuis un siècle et demi. Il aura fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que la valeur travail vienne, dans les mots du moins, remettre en cause la division du travail, le type d'exercice du pouvoir et la sociabilisation de l'individu au travail, où il y a là la clé pour lui de la découverte de son utilité sociale par laquelle il accède ultérieurement à l'utilité citoyenne. Aujourd'hui, les réalités se vengent du déni de la valeur travail pour que Covid et guerre d'Ukraine aidant, on ne puisse cacher la désaffection au travail tel qu'il est pratiqué
sa conséquence de désaffectation citoyenne et la panne de pensée, gauche-droite confondue. Ainsi, du travailler plus des uns et du travailler moins des autres, fruit d'un déni de la valeur travail au lieu de gouverner selon les déclarations de Philadelphie, autrement plus productrice de richesse que ce qu'on investit sur le chômage, entre parenthèses, la plus grosse prime de nuisance jamais donnée à la valeur travail. Je n'invente rien de ce que j'avance, ça n'est là que le fruit d'un demi-siècle d'analyse des causes des conflits. Et à partir de là, je vais essayer de vous soumettre les aspects concrets de ces découvertes que je vous évoque, banales en diable. Je vais vous soumettre quelques effets majeurs, pervers, du déni gauche-droite de la valeur travail. En premier lieu, abordons un des crimes majeurs faits à la valeur travail, la dévalorisation du travail manuel. Le regard dominant sur le travail manuel est resté le même que celui qui augurait la division du travail dans le mépris des cow-boys et des moujiks. Je pense que le tout au bac de Chevènement a sûrement beaucoup rajouté en la matière, mais le déni et la limite à l'affrontement de cette dévalorisation de la valeur travail a quand même été, sur ces 2 dernières vingtaines d'années, assez phénoménal. Les seuls qui y sont un tout petit peu attachés du bout des lèvres, c'est sous Giscard, Stoliru, et ensuite Rocard. Ils ont tenté de mettre cette dévalorisation du travail manuel sur la table, mais ils l'ont fait d'une manière qui, d'une part, n'a pas apporté un grand succès, ni n'a stimulé qu'on continue de s'attaquer à cette nuisance du travail. J'ai gardé en mémoire, par exemple, via une émission de télévision sur une grande chaîne, où Rocard a utilisé une scie et Stoliru, je crois, une lime. Je ne peux pas me départir d'une certaine tendresse à leur égard. Encore que pour avoir l'équivalent d'un CAP de menuisier et avoir été ajusteur P1, j'ai dû m'avouer qu'ils avaient complètement loupé leur coup. Et comme depuis, rien de cette ampleur n'a été déployé, on est toujours avec le crime poursuivi de la dévalorisation du travail manuel. Parmi les faits marquants à vous évoquer, toujours fondés sur la valeur travail, je voudrais vous évoquer rapidement ce qu'a été la restructuration de la sidérurgie des années 75. Notre plus gros et notre plus bel exemple de division du travail, et ça depuis la création, a ceci de particulier que l'objet était de faire de l'acier. Et déjà, dans l'expansion, on avait de plus en plus de mal à le vendre. Alors là, sans s'interroger plus avant sur les fondements de ces difficultés, on a inventé 2 choses qui vont se répandre partout dans l'entreprise. La première, c'est le management par la variable d'ajustement des effectifs, la financiarisation de la prise de décision est déjà bien partie, et tenez-vous bien, le licenciement de 50 000 salariés taylorisés, confinés au travail prescrit, licenciés sur une date étant fixée, tous ceux qui, à cet âge, avaient déjà acquis la cinquantaine. Alors certes, on a accompagné ça d'une prime de nuisance colossale comme d'habitude, via la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie. Mais on allait en même temps créer un autre effet pervers non négligeable, et pas celui simplement de payer les nuisances du management, mais bel et bien de porter atteinte à rien moins qu'une maladie insidieuse au diable aujourd'hui, celle de la hantise de la cinquantaine. Et ceci, que l'on soit au chômage dans la difficulté à être recruté ou au travail quand on n'a pas son bâton de maréchal à la cinquantaine. Une hantise qui ne vaut pas moins pour l'agent d'exécution que pour le cadre. On a ainsi porté une atteinte colossale à l'investissement au travail des anciens et simultanément d'ailleurs, hélas, aux jeunes. Le management de la variable, par la variable d'ajustement des effectifs
n'a pas été sans considérablement fermer la porte de l'accès au travail des jeunes. Et ça, 2 générations durant. On a ainsi adressé rien moins qu'un jeu de mort sociétal à nos enfants. Je pourrais aussi vous parler des 35 heures et de la bataille des travailleurs, du travailler plus, vous-même qui travaillez moins, vous travaillez plus ou moins, là, de notre gauche et de notre droite, mais qui aboutira à installer quand même les 35 heures en dernier lieu, selon une démarche qui, opérée d'une manière mécanistique, s'est faite sans rien aborder des changements nécessaires à ce qu'était la réinterrogation de l'organisation du travail fondée sur le travail prescrit. Les patronats ont défendu l'état des lieux, c'est-à-dire qu'on a mis en place ces 35 heures sans rien changer, et du côté syndical, comme du gouvernement de gauche, d'une certaine manière, on a remporté une victoire à la Pyrrhus, dans la mesure où, d'une part, les 35 heures n'ont pas véritablement enclenché d'emploi, et où, en plus, on a loupé une occasion historique de réinterroger l'organisation du travail. Difficile aussi de ne pas vous dire comment le déni de la valeur travail dans les entreprises publiques, où se cumule le triple déni patronal, syndical et ministériel de la valeur travail, a été une nuisance colossale. Par exemple, pour être intervenu longtemps à la direction du nucléaire, je peux en parler, il y a prescription, rien ne m'étonne de ce qui arrive aujourd'hui au nucléaire. Enfin, difficile pour ne pas vous vider mon sac concrètement, le management politique où le déni de la valeur travail sévit au cube de ce qu'il est dans l'entreprise. On y a franchi, à gauche comme à droite, tout ce qui participe du déni de la valeur travail dont je finis pas de vous parler, dans la manière dont on donne un travail prescrit aux militants. Je vais me faire référer ici, toujours à la déclaration de Philadelphie, en replaçant la finalité de la valeur travail, non plus exclusivement sur le travailleur, mais sur le militant, qui n'est jamais qu'un travailleur politique. C'est-à-dire, en gros, il serait mieux, donc Dixit Philadelphie, que le militant soit employé à des occupations où il ait la satisfaction de donner toute la mesure de son habileté, de sa connaissance et de contribuer ainsi au mieux à l'intérêt commun. C'est-à-dire une manière de donner sens à sa militance. C'est-à-dire un problème fondamental dans la mesure où, si la finalité du politique est de donner sens à la cité, il est bon que les tenants de sa mise en œuvre en soient eux-mêmes dotés. Voilà, c'est que, banalement, je voulais soumettre à votre réflexion, étant entendu qu'il n'y a rien là de révolutionnaire, mais simplement l'évocation de toute une série de banalités telles qu'elles régulent nos rapports sociaux et telles que d'une manière non abordée, c'est-à-dire mise sur la touche, contribue pour beaucoup aussi bien à ce qu'a pu évoquer Einstein que d'une certaine manière le fera sûrement Srégosi sur le versant de pourquoi on ne fait pas carrière quelque part. Mais parce qu'il y a là quand même, je crois, la seule issue qui nous reste peut-être pour nous sortir de la situation dans laquelle on est, c'est celle d'aborder cet essentiel de la revalorisation du travail dans la cité. Merci beaucoup. Merci Henri. Merci. De façon sous-jacente, on voit bien que ce sont des facettes d'un même effondrement qu'on va avoir l'occasion de repenser. On en reparlera tout à l'heure. Je vais passer tout de suite la parole à René, parce que nous sommes contraints par le temps.
Oui, oui, oui. Merci Gérard, merci aux amis d'Elnet d'avoir organisé ce nouvel atelier et de m'y avoir invité. Donc moi, comme on avait convenu avec Gérard, je vais revenir sur la question du néo-féminisme. Et donc, je renouerai pour boucler la boucle avec le propos de Jean-François Bornstein au début de cet atelier. À propos, mais d'abord quelques mots sur ce terme de valeur de droite, valeur de gauche. Moi, je suis toujours mal à l'aise lorsqu'on parle de valeur pour définir une appartenance politique. Parce qu'aujourd'hui, on entend par là davantage adopter une série de réactions pavloviennes à des signaux convenus, plutôt que l'adhésion à des principes et encore moins la poursuite de certains objectifs raisonnés. Ainsi, la distinction entre une droite politique et une gauche politique ne relèverait plus de différences d'analyse socio-géopolitique, d'intérêts à défendre, des intérêts sociaux spécifiques à défendre, ou de choix stratégiques et tactiques, ce qui est normalement la politique, mais dépendrait en fait exclusivement de marqueurs affectifs, d'amour et de haine, en fait de bien et de mal. Il s'agit là en effet d'une moralisation radicale des appartenances politiques qui interdit le libre choix d'un positionnement et le changement d'ailleurs de choix, de positionnement. Donc, puisque lorsqu'on appartient à un camp, on ne pourrait pas en changer puisque on est soit dans le camp du bien, soit dans le camp du mal. Donc, aucun dialogue ne peut être envisagé entre le camp du bien et le camp du mal. Et c'est donc la voie ouverte à la tyrannie, en effet, comme tu le disais, Gérard, au début, pour le dire autrement, au totalitarisme et à la guerre civile et internationale. Et mon malaise est redoublé par le fait que ceux qui parlent le plus de valeur aujourd'hui le font parce qu'ils estiment évidemment appartenir au camp du bien. Et le pire, pour moi, c'est que cela se revendique de la gauche. Or, moi qui suis socialiste depuis 3 générations, je ne me reconnais pas du tout dans cette gauche-là, dans leur gauche. Et c'est à cause de cette, si j'ose dire, nouvelle gauche que nombre de démocrates, libertaires, réformistes, sociodémocrates ont renoncé aujourd'hui à se dire de gauche, ce qui n'est pas mon cas. Je continue à dire que je suis de gauche, je suis effectivement libertaire, un peu anarchisante, donc pas toujours d'accord avec mes amis d'ailleurs sur les questions de libération des mœurs, hein. Mais bon, c'est bien justement entre nous, comme nous sommes des démocrates et des libéraux, on débat. En toute amitié, et c'est ça qui se perd évidemment avec la distinction entre le camp du bien et le camp du mal. Ainsi, donc, non seulement les valeurs ont remplacé les options politiques, mais les notions de droite et de gauche sont devenues bien difficiles à employer, tant leurs sens se sont obscurcis avec les dérives autoritaires et sectaires d'une certaine gauche, dont on parle beaucoup, nous, ici, et également, d'ailleurs, il faut le reconnaître, les évolutions vers le centre et la défense de la République de la part de certains éléments de l'ancienne droite. Or, donc, je me concentre sur la gauche, puisque c'est plutôt mon problème, notre problème. Pour cette gauche héritière de la violence bolchevique et complaisante aux révolutions, y compris donc toutes les révolutions religieuses, pourvu qu'elles soient anti-occidentales et radicales, être de gauche, donc, ce serait toujours être favorable à l'immigration sous toutes ses formes, parce qu'on doit aimer les étrangers inconditionnellement. Ce serait défendre l'islam sous toutes ses formes, y compris donc les plus radicales, les plus fondamentalistes, parce que c'est la religion des opprimés, que l'on doit les aimer et les défendre inconditionnellement. Ce serait estimer que la désobéissance civile et la violence contre la police et toutes les institutions sont légitimes dans nos démocraties parce qu'en fait, ce ne seraient pas des démocraties, mais des dictatures qu'il faut haïr. Ce serait
Être de gauche, ce serait évidemment considérer le RN comme on considérait le FN avant, c'est-à-dire comme étant de l'extrême droite, le fascisme, parce que, puisqu'on a appartenu au camp du mal dans le passé, on ne peut qu'appartenir au camp du mal ad vitam aeternam. Être de gauche, ce serait penser que l'Occident est coupable de tous les maux et doit expier éternellement parce que colonialiste, esclavagiste, génocidaire, belliciste, etc., et qu'il faut donc haïr l'Occident et le conspuer sans relâche. Et être de gauche, enfin, donc j'en arrive à mon propos central aujourd'hui, du jour, ce serait considérer que par nature, les femmes sont vulnérables, donc forcément toujours victimes et innocentes, et c'est pourquoi on doit toujours croire en leurs paroles. Donc, à propos du féminisme, puisque c'est ce dernier point qu'il me revient de développer un petit peu, mais très rapidement, je reviendrai donc sur ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle depuis longtemps le néo-féminisme, mais je vois que ça a gagné, donc c'est très bien. Donc, le qualificatif de néo-féministe est justifié pour caractériser ce courant dans la mesure où tout phénomène néo réalise à la fois une filiation et une trahison du passé. Certes, ces étranges féministes d'aujourd'hui estiment elles aussi défendre les droits des femmes et elles se rattachent à une certaine famille de féministes, même de mon temps. Mais en fait, elles enferment les femmes dans une nouvelle aliénation, une assignation au rôle de victime. Jean-François en a parlé tout à l'heure parfaitement. On assiste ainsi à une perversion des mots, à un retournement du sens, à des contresens et in fine, à l'opposé de la libération des femmes. C'est pourquoi de nombreuses féministes qui ont milité au MLF comme moi depuis le début, dès 1971, et qui se revendiquent toujours de cet engagement. Je me revendique toujours féministe, et mes amis aussi, comme Marie-Jo Bonnet, Liliane Candel ou tant d'autres, nous ne nous reconnaissons pas dans ce néo-féminisme, hélas, dominant aujourd'hui. Nous nous inscrivons en faux contre ce féminisme victimaire, puritain et essentiellement sexiste. Et là, je voudrais citer, tout à l'heure, je me suis levée, j'ai dit, tiens, je vais le prendre, ce bouquin, parce que c'est le bouquin Histoire du MLF, signé sous des pseudonymes, mais par Anne Zelensky et Annie Sugier. Donc, à propos d'un procès en 1976 d'un violeur, vous savez qu'on a longtemps milité pour la criminalisation du viol, et c'est une chose très bien, que je ne regrette pas du tout, mais elles disent, à propos d'un journaliste qui commentait ce procès, et le journaliste dit que, et nous avons enfin fini par comprendre qu'elle, la plaignante, voulait être reconnue comme victime. Or, disent mes amis, mais pas du tout. Elle ne voulait pas être reconnue comme victime, elle voulait que le coupable soit reconnu coupable, que le violeur soit reconnu coupable. Ça ne veut pas dire qu'elle était une victime. Et mes amis, de dire, le but du féminisme n'est pas de présenter les femmes, n'est pas de présenter des femmes une image de victime, c'est à ce seul titre que nous retrouverons notre dignité. Or, aujourd'hui, la dignité des femmes est bafouée par ce néo-féminisme qui a fait glisser, en effet, le concept de genre que l'on considérait comme étant construit du temps du deuxième sexe. Elles ont fait glisser le concept de genre sur la différenciation des sexes et de ce fait, elles ont essentialisé les sexes, les femmes, et elles ont infantilisé les femmes qui seraient donc a priori aujourd'hui toujours des proies pour les hommes dans les rues, le travail, l'espace domestique, etc. Et au prétexte de lutter contre les archétypes de la virilité dominante, on renonce à éduquer les filles comme des garçons, ce que j'ai toujours revendiqué, au lieu de favoriser leur émancipation en ne les enfermant pas précisément dans des stéréotypes de genre que les féministes d'aujourd'hui, ces néo-féministes, en fait, reprennent à leur compte.
En naturalisant la femme, nous refusions de dire la femme au MLF, on disait les femmes. Il n'y a que des individus spécifiques, il n'y a pas la femme mythique. Mais en fait, les néo-féministes reviennent à cette naturalisation de la femme et des relations hommes-femmes, et elles en arrivent à nier la dimension historique et culturelle de l'oppression des femmes. C'est quand même incroyable. Et paradoxalement, en même temps, elles soutiennent une position relativisante, relativiste, à l'égard des atteintes aux droits des femmes, exercées donc hors de l'Occident. Et ainsi, elles vont reconnaître comme étant des leurs, comme étant féministes, celles qui osent se dire féministes islamiques, en lutte contre le prétendu féminisme occidental. On se souvient ainsi de la position aberrante de Caroline de Haas, cette businesswoman de la rééducation féministe, qui gagne beaucoup de sous avec ça, qui proposait en 2017 d'élargir les trottoirs, vous vous en souvenez peut-être, pour éviter les actes de harcèlement des femmes par des immigrés dans le nord de Paris. Et les violences faites aux femmes par les islamistes et les musulmans traditionnalistes sont régulièrement occultées, voire retournées en signe de rébellion, comme lors des viols collectifs de Cologne en 2016, excusés au nom de la lutte contre la domination occidentale et contre l'islamophobie. Je vais raccourcir un peu parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais quand même, la police des mœurs des néo-féministes, dont Sandrine Rousseau est devenue récemment l'un des agents les plus zélés, traque et fustige le moindre écart de conduite des hommes occidentaux dans leurs relations avec les femmes, jusque dans les alcôves et les conflits de couple, alors que j'ai toujours considéré la vie sexuelle comme relevant du privé et les choix également sexuels et de sexualité comme relevant du privé. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et en revanche, leur silence est assourdissant sur la lutte héroïque des femmes iraniennes et afghanes contre le voile. Pas davantage ces soi-disant féministes-là ne se reconnaissent dans les combattantes kurdes en battle dress que j'adore et les femmes des quartiers qui résistent à l'oppression islamiste, comme le fait notamment Nadia Ramdana de la Brigade des mères. J'accélère. Ces pseudo-féministes ont ainsi perverti en injonction despotique les grands principes égalitaires et libertaires et participent de ces minorités qui tyrannisent désormais la majorité dont Jean-François Bernstein nous a si bien parlé. Elles ont transformé la lutte pour la libération des femmes en quelque chose qui relève d'une valeur de droite, s'il en est, si on définit la distinction entre la droite et la gauche comme l'opposition entre le principe d'imposition et le principe de libre choix. Je termine. L'objectif d'égalité entre hommes et femmes est perverti en ce que moi j'appelle ce féminicisme plus que ce féminisme différentialiste. Les néo-féministes réinventent ainsi un éternel féminin. L'individualisme émancipateur, parce que c'est ça qui serait mobilisateur à mon avis, revenir à l'individualisme émancipateur, l'individualisme qui est l'autonomie de chacun, l'exercice du libre choix qui est une ascèse. Mais donc cet individualisme émancipateur a été perverti en communautarisme. Le néo-individualisme féministe érige en liberté égotique la soumission grégaire au groupe. Et l'émancipation des femmes est pervertie en criminalisation systémique des hommes. Le néo-féminisme ne conçoit l'autonomie que comme capacité de nuisance, en fait. On n'est plus du tout dans l'exercice, l'ascèse de l'exercice de la libre pensée et de la libre disposition de son corps. La liberté de corps et d'esprit devient en effet imposition dogmatique. Le néo-féminisme a transformé la libération des mœurs en puritanisme punitif. On doit faire ceci, on ne doit pas faire cela. On va nous dire dans quelle position nous devons, je vais parler poliment, faire l'amour. L'idéal du progrès social et humain est perverti en martyrologie. Je termine par là.
le néo-progressisme, ce n'est pas le progressisme, c'est du néo-progressisme féministe, est ressassement d'une victimisation sans rémission. C'est en somme, en effet, Jean-François, une nouvelle religion séculière. Je vous remercie. Merci beaucoup, René. Sarah, je te passe la main. Oui, alors on a déjà quelques questions dans le chat. Une question de Viviane Meyer, je présume pour Jean-François Bronstein. De quelle peur sont envahis les universitaires républicains? C'est une vraie question difficile. Je dirais que le pire, c'est qu'ils n'ont même pas peur, ils n'ont pas vraiment peur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être interdits pour ne pas parler. Je pense que c'est la peur, elle est en eux. Alors, il y a une peur, je dirais, de ne pas être au goût du jour, d'être largué, si je puis dire, par la dernière mode du moment. Mais je ne sais pas quelle est… C'est la peur. Bon, il y a quand même une peur du mort social, c'est clair. Et alors, effectivement, de ce point de vue-là, comme l'a bien montré, par exemple, Douglas Murray, le problème des réseaux sociaux est un problème absolument colossal. C'est-à-dire que si vous dites un jour que les corps existent, comme je l'ai fait, que la biologie est une science, vous êtes transphobe sur Internet. Et sur Internet, ça ne disparaît pas. C'est-à-dire que si je suis un jeune chercheur et que je cherche un job, si j'ai dit ça, je ne trouve plus de job dans une fac de philosophie française et sans doute aussi dans tout le monde occidental. On le voit avec, par exemple, il y a un jeune biologiste qui avait écrit un article justement sur cette question, disant que dans l'espèce humaine, il y a deux sexes. Il n'a jamais trouvé de poste de professeur de biologie dans une université américaine. Donc, il y a cette peur de mort sociale, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une espèce de refus, de désuétude des valeurs républicaines ou de gauche. Alors, je suis comme René, moi aussi, ça fait 3 ou 4 générations de gauche, mais bon, si la gauche a disparu, tant pis, moi, je ne vais pas m'empêcher de parler parce qu'on va me dire que je suis de droite. Et c'est peut-être ça aussi la peur principale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, si je dis… que la biologie est une science, je vais passer pour un vieux schnock et un vieux réactionnaire, etc. Donc, je ne le dis pas. Moi, je pense qu'il y a une autocensure parce qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'en France, pour l'instant, on ne peut pas perdre son poste quand on est titulaire dans une université. En revanche, c'est vrai que si on est un jeune collègue, on ne peut rien dire parce qu'on n'aura pas son poste. Donc, c'est maintenant la sélection à l'entrée, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai plein d'exemples comme ça qui sont absolument choquants pour un universitaire comme moi, de très brillants jeunes potentiels chercheurs qui veulent faire un doctorat, mais qui ne sont pas dans la ligne du parti, si je puis dire, et les professeurs spécialistes de ces domaines refusent de les inscrire en thèse parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. C'est pour moi la honte absolue, c'est le contraire même de l'université. Un très bon étudiant qui veut faire une thèse avec vous, mais qui n'est pas d'accord avec vous, c'est ce qu'on a toujours rêvé d'avoir, c'est ce qu'on aimait avoir. Maintenant, mes collègues ne les prennent plus, et effectivement, la plupart de ces jeunes chercheurs, ils font autre chose. Ils partent dans l'économie, ils partent dans le journalisme, ils partent dans le monde où la pression n'est pas aussi grande que dans les universités. Mais en fait, pratiquement, il n'y a rien à craindre, si ce n'est effectivement de ne plus avoir de copains sur Facebook ou de ne plus avoir de copains sur Twitter. Mais bon, ça vaut le coup de prendre ses responsabilités, je dirais. Et je vais prendre une autre question de William Halimi. Ensuite, je laisserai Gérard conclure parce que malheureusement, nous n'avons que très peu de temps. Comment interpréter cette trahison d'éclair des universitaires vis-à-vis du savoir et de la raison et du développement de l'esprit critique? L'objectif est-il d'en finir avec l'individu ou plutôt d'en finir avec l'héritage occidental judéo-chrétien? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Oui, moi, non, mais je veux bien, mais effectivement, c'est l'individu libre qui est remis en cause
Et comme le disait Jean-François, en fait, on risque certaines choses. Hein. Moi, je n'ai pas pu passer professeur à cause des Bourdivins. Hein. Et, et même le Conseil d'État a cassé leur décision, mais ça n'a rien changé. Bon, donc évidemment, on risque quelque chose, mais effectivement, on ne risque pas d'être viré. Mais Browning le rappelait, même sous le pire des fascismes, lorsqu'on refusait de participer à la Shoah par balle, on était très peu sanctionné. Mais ce qui est le plus fort, c'est quand même le conformisme et le poids des collègues, le regard des collègues. Et donc, c'est comme les membres de ce bataillon, donc de la Shoah par balle. Très peu refusaient d'y participer parce qu'ils ne voulaient pas souffrir le regard méprisant de leurs collègues. Et ça compte beaucoup. C'est le conformisme, on le sait bien, accompagne la terreur fasciste. Et c'est pas tant la peur de la sanction que finalement la veulerie et la lâcheté qui sont là à l'œuvre. Gérard, un petit mot de conclusion? Oui, oui. Merci René. C'est bien de le rappeler, ce que tu viens de faire là. En vous écoutant tous les trois, c'est clair qu'il y a un Kulturkampf, un combat culturel au sens fort du terme, qui est en train de monter et de se cristalliser. Il se déplie dans toutes les directions et il n'atteint pas que les Lumières, il atteint dans l'arrière-fond des Lumières aussi. C'est un combat entre, et je ne serais pas d'accord avec Del Sol là-dessus, mais il atteint les fondamentaux du monothéisme et dans une nouvelle fracture qui se dessine de plus en plus entre linéament païen et linéament monothéiste dans la culture occidentale. Mais ça sera l'objet d'autres sujets. On n'a pas pu poursuivre là parce qu'on est pris par le temps. Nous envisageons au cours de l'année de faire un colloque public en présentiel, comme il se dit, et on s'arrangera pour revenir sur ces sujets-là et de donner à chacun d'entre vous la possibilité et d'échanger plus avec la salle. Et moi aussi, j'aurai un certain nombre de choses à dire. Pour conclure cette séance, je vais citer juste le propos d'un professeur venu de l'Union soviétique et installé aux États-Unis et qui est rapporté dans son dernier livre par Jean-François, Mikhail Vanilovitch. Ce pays, mais il s'agit des États-Unis, mais on pourrait élargir le champ géographique à toutes les nations occidentales, ce pays est arrivé à son moment de vérité. Et la vérité est triste. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Cela signifie que les chances sont minces. Vous devrez être prêt pour la défaite tout en essayant de gagner. Eh bien, c'est ce que nous allons faire et ça consonne très bien avec cette recommandation salomonienne de Max Horkheimer, déjà citée tout à l'heure, s'attendre au pire et tenter quand même le bien. Voilà, je vous remercie. Nous nous retrouverons le 21 novembre. Dans l'actualité des élections israéliennes du début de ce mois de novembre, probablement nous aborderons la situation en Israël aujourd'hui. À bientôt. Merci à tous.